Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Mon enfant ne me dit rien. On pense aujourd'hui aux parents qui sont confrontés à leur enfant qui est dans sa bulle, qui est peut-être un peu introverti, qui ne dit pas grand-chose. Et quelque part, un peu quel que soit l'âge de l'enfant, ça vous est peut-être arrivé quand votre enfant avait 4-5 ans ou quand votre enfant était pré-ado, ado ou même à l'âge adulte. Alors, on va envisager différents cas de figure parce que il y a différents scénarios possibles en fonction de comment est l'enfant, de ce que l'enfant vit et de ce que le parent vit. Ouais. Alors, le premier scénario, c'est quelque part ce deuil qu'un parent a à faire tout simplement parce que son enfant est un peu introverti et qu'il n'a pas envie de s'étendre sur sa journée et sur ce qui s'est passé. Et donc, il ne dit rien. Le parent, finalement, ne sait pas comment s'est passée la journée d'école. Et il y a des enfants, on peut leur poser des questions, on va avoir quelques infos, et d'autres, on peut leur poser des questions, on aura des oui, non, je sais pas, je sais plus. Il y a des enfants qui n'ont pas envie de raconter, même quand effectivement tout se passe bien, et du coup c'est juste une question de tempérament qu'on est obligé, comme parents, de respecter quelque part chez notre enfant. Alors je pense qu'on peut mettre des choses en place, des moments où on vit d'autres choses qualitatives avec lui que, en fait, simplement qu'il raconte finalement sa journée d'école, parce que c'est pas vraiment non plus ça qui est le plus qualitatif dans une relation. C'est chouette comme parent de savoir, et c'est vrai que quand ils sont petits, on a envie de savoir. Quand ils sont à la crèche, on a la péricultrice qui raconte même un peu la journée, puis ils arrivent à l'école, et à l'école maternelle, les profs n'ont pas le temps de commencer à raconter à chaque parent, faire un petit débrief, quoi. Donc, effectivement, on a parfois deux mots, une bribe, j'ai mangé du chocolat, et puis c'est tout ce qu'on a sur toute la journée, et on se doute bien qu'il s'est passé d'autres choses. Et donc effectivement, je pense qu'il y a un deuil à faire, donc se dire voilà, il est comme ça, et c'est aussi le respect de notre enfant en fait. Et puis il y a le fait de pouvoir se dire moi je vais faire des activités avec lui, des bricolages avec lui, et qui vont d'abord être des lieux d'échange autour du projet, et puis qui vont être aussi peut-être des occasions où il va dire « Ah, à l'école, on a aussi dessiné. Ah, à l'école... Oui. » Voilà, ou avec la prof, on fait comme ça, elle demande... Et où vont émerger d'autres choses. Donc peut-être, à l'occasion d'autres activités, on peut avoir des bribes qui viennent, qui tombent comme ça un peu de nulle part, par rapport au questionnement après 4 heures qui ne donne pas de résultat, quoi. Mmh. Alors ça, c'est quand tout se passe bien. Alors parfois, des parents sont inquiets. Parce que là, le parent n'est pas forcément inquiet, mais il y a une dose d'inquiétude qui peut se rajouter quand l'enfant est plus jeune ou moins jeune, parce que, par exemple, on constate un changement d'attitude. Oui, c'est ça. Si ça change, là, ça devient effectivement interpellant. Parce que on peut se dire, avant il racontait, il revenait de l'école assez prolixe, ou même sans être prolixe, mais il racontait un peu ce qui se passe. Là, il dit plus rien. Et là, on peut avoir le sentiment que il est en train un peu de se renfermer, que il y a un changement de tempérament. Alors j'ai envie de dire, ça dépend de l'âge, parce que ça peut être lié à l'âge évidemment, parce qu'à un moment donné, ils ont 11-12 ans, 13 ans, ils se disent je vais plutôt raconter à ma mère, et ou bien un ami leur a dit, pas simplement toi tu racontes toi à ta maman, ou bien ça s'est revenu par une maman la maman a raconté à notre maman et c'est revenu et donc ils disent je vais arrêter de raconter à ma mère, en plus elle en parle ailleurs. Voilà, c'est des choses qui sont possibles. Et donc, ça peut être simplement ça le déclencheur. Ça peut être l'âge, ça peut être normal, leur intimité. Voilà, ils sont plus grands, ils ont besoin de plus d'intimité. Donc, un changement d'attitude n'est pas forcément un problème. Oui, c'est ça. Oui, ça, je pense que c'est important. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. Ça peut aussi être un problème. Donc ça, c'est vrai qu'on sait que, par exemple, le harcèlement amène à des enfants qui parlent moins, qui se ferment. Souvent, alors quand ils sont jeunes, le harcèlement va les amener à parler à leurs parents, plus spontanément, mais plus âgés, ils n'ont surtout pas envie que les parents s'en mêlent, ça leur fait peur que les parents s'en mêlent, parce qu'ils se disent ça va aggraver, je vais avoir l'air de quoi. Et donc là, ils se ferment de plus en plus. Et donc je pense que c'est quand même important d'être interpellé, d'être attentif
à ce genre de signaux. Et donc, de se dire, ben voilà, d'abord, moi je pense que la première chose à faire, c'est effectivement d'essayer d'en parler, de dire, tiens, je suis étonnée, tu me racontes plus du tout, tes journées se passent comment, etc. On voit que soit ça vient, soit à un moment donné, l'enfant fond en larmes, explique des choses, etc. Et on a les infos et on peut l'aider, l'accompagner. Soit c'est éventuellement, et moi ça m'est quand même déjà arrivé régulièrement, d'avoir des enfants qui me sont amenés par une maman inquiète. Et moi je vois l'enfant, alors sans la maman ou l'ado, parce qu'on est plus sur des cas d'adolescents souvent. Et je vois l'ado sans la maman. Et là, voilà, il peut s'ouvrir dans un cadre qui est tenu au secret professionnel, où il sait que ça ne va pas retomber ni chez sa mère, ni chez la mère des copains, ni chez les profs, enfin voilà. Et où, voilà, on va travailler avec le jeune pour qu'il retrouve alors de la force, une posture, etc., plus d'assurance, et enfin voilà, pour qu'il puisse reprendre, j'ai envie de dire, le fil de l'existence en étant plus fort et en se sentant capable de faire face. Si c'est entre autres du harcèlement, mais ça peut être tout à fait autre chose. Je prends le harcèlement parce que c'est un exemple de ma pratique. J'ai déjà vu quand même des enfants devenir un peu mutiques suite à une problématique de harcèlement. Ben, on va pouvoir l'aider à se positionner différemment par rapport aux jeunes qui le harcèlent, etc., pour se défendre et sortir de là. Comme parent, quand je suis un parent inquiet, c'est pas forcément facile de détecter le problème et puis l'amplitude du problème. Oui. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des signaux plus particuliers auxquels on pourrait être attentif ? Quel est le moment où on se dit peut-être que c'est le bon moment d'emmener mon enfant voir quelqu'un ? C'est difficile parce que c'est tellement personnel d'un enfant à l'autre. Mais je veux dire, les changements chez un enfant, s'ils ne sont pas liés... Je reviens avec la puberté parce que c'est quand même un moment où il y a des changements inévitables et normaux et très chouettes, quoi. Enfin, c'est bien que ça ait lieu. Mais s'ils ne sont pas liés à ça, qu'ils sont complètement abrupts aussi, très rapides, alors d'un enfant à l'autre, voilà, je veux dire, des enfants qui sont déjà depuis toujours plutôt en mode agressif, etc. Mais un enfant qui ne l'est pas et qui le devient, ça peut poser question. Un enfant qui est joyeux, qui devient triste, c'est vraiment le changement par rapport à chaque enfant. Il y a le sommeil. Parfois, on sent j'arrive plus à dormir, etc. Là, ça peut aussi être normal. Mais c'est ça qui est difficile, évidemment, c'est que chaque élément pris seul peut faire partie de l'évolution à un moment donné du stade. Il y a des enfants qui, à 7-8 ans, commencent à réaliser que la mort existe, etc. Et donc, ils ont plus de difficultés à s'endormir le soir. C'est pas forcément un problème, c'est une prise de conscience. On parle de l'âge de raison. Voilà, ils réalisent des choses dont ils n'avaient pas une conscience aussi claire avant. Et voilà, ça les perturbe. Alors, le mot est peut-être un peu fort. Ça les questionne et ça génère, voilà, des petites prises de tête qui peuvent empêcher le sommeil. Mais si on voit qu'un enfant qui a toujours bien dormi à 10 ans, on parle entre 7 et 12 ans de l'âge de la latence, c'est un âge où normalement il n'y a pas des signaux comme ça, parce qu'il n'y a pas c'est un âge normalement d'équilibre et assez facile pour les enfants. Et donc là, si d'un coup, à 9 ans, un enfant change comme ça, etc., oui, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Alors, je ne pense pas qu'il faut l'emmener systématiquement voir quelqu'un. On peut d'abord, comme parents, évidemment, voir comment on peut l'aider, parce qu'on a quand même des outils, on est la personne qui connaissons le mieux nos enfants. Et je pense que la première chose, c'est d'abord de lui parler, de lui dire, voilà, je suis inquiet, je suis ennuyée pour toi, je vois que... Et peut-être, comme parent, de lui dire, je n'en parlerai pas à l'extérieur. Ce que tu me confies, sans ton accord, j'en parlerai pas à l'école, j'en parlerai pas, voilà. Et ça, je pense que on peut créer cette bulle aussi de secret professionnel, mais personnel, cette bulle d'intimité avec notre enfant qui fait qu'il peut se confier à nous sans avoir la crainte que on aille engueuler l'enfant qui peut-être l'ennuie dans la cour de l'école, qu'on intervienne auprès des professeurs, etc. Et donc, s'il sait qu'il est protégé par ça, il y aura plus de chances aussi qu'il puisse se confier. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est que la bulle que les professionnels créent autour... Mais en fait, les parents peuvent la créer aussi. Voilà, peuvent la créer aussi. Maintenant, bien évidemment, les émotions du parent sont plus présentes. Donc, quand on apprend que notre enfant, je sais pas moi, se fait racketter ou des choses comme ça, c'est très difficile comme parent de se dire j'interviens pas, quoi. On aurait juste envie d'aller... Et donc, à ce moment-là, il va falloir qu'on puisse aider notre enfant. Soit nous, on se sent comment on peut l'aider, lui,
à être plus fort et à se défendre, soit effectivement à ce moment-là lui dire mais écoute, moi je connais des personnes qui peuvent t'aider pour que ça n'arrive plus, parce que moi je veux pas pouvoir t'aider, je sais pas, est-ce que ça t'intéresse, mais du coup on doit tenir ce secret dont on a parlé, donc ça veut dire que ça va être avec l'accord de l'enfant, mais normalement j'ai envie de dire si on peut lui donner de l'optimisme sur le fait que le problème puisse être résolu, je pense qu'il peut être d'accord, évidemment, de venir consulter. Enfin, moi, les jeunes que j'ai, en général, c'est que les parents ont réussi, en tout cas, à leur vendre au moins un rendez-vous ou deux. Après, à moins de faire le boulot, quelque part aussi, pour que l'enfant ait envie de continuer et se sente plus armé. Un dernier cas de figure, ça peut être aussi, en tant que parent, je ne constate pas de changement. Mais par contre, quand je vais à l'école et que je rencontre les professeurs, là, on attire mon attention sur... Tiens, il n'est plus le même, il a changé, son attitude en classe a changé. Et ça, du coup, pour un parent, ça peut être très confrontant aussi en se disant « Oh, mon Dieu, j'ai rien vu ». Oui, cette culpabilité qui peut venir, qui fait partie de l'arsenal émotionnel parental, la culpabilité quand même, elle est souvent là. On est toutes les deux mamans et je pense qu'on a toutes les deux, à certains moments, on s'est dit qu'est-ce que j'ai foiré, où est-ce que j'ai mal fait. C'est un peu normal, malheureusement, ça fait partie d'aimer nos enfants et de nous sentir quand même un peu responsables d'eux. Mais du coup, oui, effectivement, mais je pense que du coup, là aussi, c'est intéressant de revenir vers l'enfant en disant, voilà, ton professeur a dit ça, soit le professeur l'a dit devant l'enfant, soit pas, parce que les deux sont possibles, selon la manière dont ça se passe dans les écoles, mais, et donc de dire, d'être en transparence avec son enfant, en disant, voilà, j'ai ça qui m'a été dit. Je pense que c'est mieux que de dire alors, est-ce que tout va bien à l'école, et de faire un peu semblant de rien. Je pense qu'il vaut mieux dire clairement ce qui a été dit, le signal qui m'a été envoyé par le professeur, et de dire voilà, moi, je suis désolée, j'ai pas remarqué. À la maison, j'ai l'impression que c'est la même chose qu'avant. Est-ce que quelque chose a changé à l'école, du coup? Parce que c'est effectivement, il y a des enfants qui peuvent souffrir à l'école, se renfermer, et puis dès qu'ils sont à la maison, c'est un peu le lieu où ils se détendent, et là, ça va bien, parce qu'ils se sentent en sécurité, heureusement d'ailleurs. Mais du coup, les parents peuvent passer à côté, mais c'est parce qu'en fait, ils sécurisent suffisamment leur enfant pour que l'enfant soit bien à la maison. Donc, quelque part, plutôt que la culpabilité, il faudrait se dire que c'est parce qu'on est de bons parents à la maison. Et que ce qui se passe, c'est dans le cadre de l'école. Et donc, je pense que ça vaut la peine de réinterpeller l'enfant. Et de nouveau, là, de lui dire, écoute, je ne veux pas retourner vers ton prof et lui crier à la figure tout de suite ce que tu vas me dire. Ce que je pense qui est important, c'est que tu puisses peut-être me le dire à moi. On verra ensemble après ce qu'on en fait. Comment tu peux être aidé, comment tu peux être outillé, est-ce que moi je peux t'aider, est-ce que ce sera avec quelqu'un, on pourrait aller voir un coach, en fonction de ce que tu me racontes. On va voir ce qu'on fait, mais moi, spontanément, je ne prendrai pas d'initiative sans ton accord. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Vous aimeriez avoir des pistes pour poursuivre encore la réflexion autour de ce sujet? Alors n'hésitez pas à nous contacter directement, Marina Blanchard ou Peggy Van Lierde.